Le gouvernement maintient le cadre de discussion avec le groupement des professionnels du pétrole sur la situation de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les deux parties, à l'issue de leur 9e réunion, ont annoncé des mesures fortes pour la stabilité et la transparence du marché afin de garantir la continuité de l'approvisionnement. La souveraineté minière au Mali, le thème a été développé ce matin au sein de l'espace universitaire par des membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur les réformes au niveau du code minier et de son contenu local qui a permis de renflouer les caisses de l'État avec comme objectif asseoir la souveraineté économique. Établir une vision commune entre l'État, les communautés, les partenaires techniques et financiers et les ONG en vue de favoriser le développement communautaire. C'est l'un des objectifs des projets PCRS et Malidenko. Le ministre en charge de la réconciliation a présidé ce matin un atelier avec les différents acteurs de mise en œuvre des 10 projets. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir et bienvenue à la grande édition de 20h sur ORTM1. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré ce matin le groupement des professionnels du pétrole. Les échanges ont porté sur les mécanismes d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les deux parties ont convenu de la nécessité de digitaliser le secteur dans une dynamique de modernisation des outils de suivi. Le compte-rendu de la réunion avec Youssouf Diakité. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, reste déterminé à gagner le pari de la fourniture correcte du pays en carburant. C'est dire que le gouvernement réaffirme sa vigilance constante, sa capacité d'anticipation et son engagement à sécuriser durablement l'approvisionnement du pays en hydrocarbures dans un esprit de transparence, de concertation et de protection des consommateurs. Voilà globalement la quintessence de cette 11e réunion du cadre de concertation entre le gouvernement et les pétroliers. L'un des points essentiels évoqués au cours de cette 11e réunion du cadre de concertation, c'est la question relative à la digitalisation du secteur s'inscrivant dans la dynamique de modernisation des outils de suivi, de contrôle, de planification et de distribution des hydrocarbures. Le ministre s'est particulièrement dit fier des pétroliers au regard de leur engagement réaffirmé de soutenir le gouvernement dans cette épreuve difficile. La réunion a pris fin sur une note d'espoir parce que toutes les parties sont unanimes qu'il faut la conjugaison des efforts en vue de relever les défis de l'heure. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a présidé ce matin un atelier de haut niveau de pérennisation du développement conduit par les communautés au Mali. En somme, il s'agit d'établir une vision commune entre l'État, les communautés, les partenaires techniques et financiers et les ONG en vue de favoriser le développement communautaire conformément aux objectifs fixés dans le cadre des projets PCRS et Malidenko. Le reportage de Mamadou Fani. Le développement par les communautés pour elles-mêmes constitue le chemin le plus sûr pour la paix. Cette approche s'est progressivement imposée comme levier stratégique de la reconstruction, de la confiance, de la paix, mais aussi de la gouvernance participative pour le relèvement des zones fragiles. D'où cet atelier national de pérennisation du développement conduit par les communautés DCC. Ce cadre d'échange vise à faire le bilan de la mise en œuvre du DCC dans les régions ciblées, présenter les innovations majeures, notamment les outils de digitalisation, la plateforme web DCC, les applications mobiles de suivi et évaluation et la traçabilité budgétaire, identifier les défis rencontrés, les leçons tirées et les bonnes pratiques, explorer ensemble les voies de financement pérennes, qu'ils soient budgétaires, sectoriels, ou à travers les projets soutenus par les partenaires. Et enfin, échanger sur un cadre d'intégration institutionnelle et intersectorielle garantissant la durabilité du DCC. Cet atelier vise à partager le DCC avec les acteurs de développement, formaliser l'architecture gouvernementale, proposer les mécanismes de financement et planifier le déploiement du DCC. La pérennisation du DCC n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Réconciliation. Elle implique une mobilisation intersectorielle et interministérielle forte. Je voudrais ici adresser mes sincères remerciements à la Banque mondiale pour sa confiance renouvelée, son appui technique et financier et son accompagnement stratégique dans l'implémentation du DCC. Il est
attendu à l'issue de cet atelier une compréhension partagée du rôle des différents acteurs dans le processus de pérennisation du DCC et des recommandations concrètes pour l'élaboration ou la révision des textes législatifs et réglementaires. Les forces armées maliennes ont mené hier des frappes avec succès dans la région de Kayes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Dans le cadre de la surveillance du territoire national, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les vecteurs aériens FAMA ont effectué des frappes avec succès dans la soirée du 14 janvier 2026 sur un regroupement de terroristes à l'ouest de la ville de Kayes. Le chef d'état-major général des armées rassure que les FAMA restent vigilantes dans la recherche et la neutralisation des groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire. Et nous ouvrons une large fenêtre sur la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée. Depuis 5 ans, notre pays s'est inscrit dans une vision claire et nette, celle de la souveraineté à travers diverses réformes entreprises, notamment dans le secteur des mines. Vous avez suivi le président de la transition sur nos antennes. Les recettes minières ont connu une augmentation de 500 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la célébration du 14 janvier, les ministres des Mines, de la Refondation et de l'Enseignement supérieur ont animé ce matin un panel au sein de l'espace universitaire sur la souveraineté minière. Le reportage de Alpha Meiga. À Badalabougou, ce jeudi, la colline du savoir s'est transformée en scène d'un vrai moment d'État. L'hymne national a retenti dans l'amphithéâtre de la faculté administrative et politique de Kourou Kamfouga à Bamako. C'est le symbole même de la journée de la souveraineté retrouvée, ce 14 janvier où, place de l'indépendance, le peuple malien a crié non aux sanctions injustes. Cette 4e édition a mis l'accent sur les réformes pour la réappropriation des ressources minérales, transformant l'événement en une rencontre scientifique et un espace de réflexion. La mise en place de réformes juridiques qui constituent donc la base de cette réappropriation. Pour illustrer cela, nous pouvons dire par exemple que désormais l'État va détenir 35% du capital des sociétés minières qui vont être créées sur notre territoire. Donc de gagner à peu près 400 milliards sur ces renégociations. Mais au final, nous sommes retrouvés avec 751 milliards. Et avec le nouveau code, va dépasser 1000 milliards chaque année. Et on est connu comme un pays producteur d'or. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des plus grands producteurs de lithium en Afrique. Mais il n'y a pas que ces substances. Il y en a d'autres comme le manganèse, qui était produit donc à Tassiga, dans la région de Gao. Il y a le phosphate aussi. Et aujourd'hui, justement, nous travaillons à faire en sorte que ces usines puissent se redémarrer, justement pour le bonheur de nos agriculteurs. La journée nationale de la souveraineté retrouvée nous rappelle avec force que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un combat quotidien, une construction permanente et un projet de société commun. Elle est faite d'une volonté inébranlable de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Les ministres présents, véritables locataires des lieux, ont joué le jeu. Le ministre en charge de la refondation de l'État a parlé sans langue de bois face aux étudiants, rappelant que la souveraineté, c'est aussi la maîtrise de nos richesses. La souveraineté nationale est retrouvée. Construisons le Mali de demain. Je donne concrètement des actions. Le fait de dire à certaines institutions de quitter notre pays tels que la MINUSMA, Barkhane et tous ces autres organes internationaux qui étaient là chez nous. Et le fait également, les 3 pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO parce que tout le monde a vu qu'au lieu d'être une organisation qui devait jouer son rôle, celle de promouvoir les relations entre les différents pays, était devenue un instrument au bénéfice de l'étranger. D'ores et déjà, les notes des forces armées annoncent la prochaine
commémoration, la fête de l'armée dans quelques jours, confirmant que la souveraineté retrouvée est bien ancrée dans les rituels nationaux. Les tout-petits sont les cadres de demain. Leur apprendre les notions de souveraineté et de patriotisme est un élément vital dans leur éducation. C'est la raison pour laquelle le Conseil régional de Tombouctou a organisé, sous la présidence de la ministre de l'Entrepreneuriat national, un cadre éducatif pour inculquer aux tout-petits du préscolaire les valeurs du patriotisme. Le reportage de Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Les enfants du préscolaire de Tombouctou sont fiers d'arborer les couleurs nationales en cette 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, en présence de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est à travers un jeu sur la souveraineté retrouvée, à l'initiative du Conseil régional de Tombouctou, que se déroule la présente activité. Ces enfants, nous avons pensé qu'il faut leur inculquer dans l'esprit le patriotisme dès à bas âge. On n'est pas patriote, on l'acquiert. Cette célébration mobilise en plus les enfants, les autorités régionales, les acteurs de l'éducation pour accompagner l'événement. Je voudrais quand même que nous ovationnons cette initiative initiée par Issaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Madame le ministre se réjouit de l'initiative et invite les autres régions du Mali à imiter le Conseil régional de Tombouctou. Si nous parlons de jeunesse, c'est d'abord une belle enfance. C'est un enfant bien éduqué, un enfant à qui on a inculqué les valeurs de notre nation, les valeurs de notre communauté, n'est-ce pas? Et cela est très important pour construire un jeune patriote au service de demain, au service de son pays. La coupure symbolique du gâteau de l'anniversaire des 4 ans de la souveraineté retrouvée, la remise des cadeaux offerts par Madame le ministre aux enfants sont les quelques temps forts de cette cérémonie. À Gao, dans le cadre de la journée de la souveraineté, le Conseil supérieur des IMGAD et alliés a organisé une grande activité culturelle, des prestations musicales et des témoignages sur les acquis du CSIA en matière de renforcement de la cohésion sociale ont marqué l'activité. Depuis la cité des Askia, le reportage de Aliou Idrissa Meiga. Par cette activité, le Conseil supérieur des IMGAD et alliés CSIA apporte son soutien à la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. C'est l'enceinte du bureau régional de Gao qui a servi de cadre à la tenue de l'activité. En ce 14 janvier, journée hautement symbolique de notre souveraineté retrouvée, votre présence témoigne de la force des liens de fraternité et de solidarité qui nous unissent. La venue de la délégation de Bamako est un signal fort d'unité nationale. Aujourd'hui, le Mali a retrouvé sa souveraineté, sa voix et son honneur sur la scène nationale, africaine et internationale. Cette souveraineté retrouvée est aussi le fruit du sacrifice de nos soldats, du courage de nos forces de défense et de sécurité et la résilience du peuple malien. L'initiative est saluée par les autorités régionales. Cette initiative du Conseil supérieur des IMGAD est alliée pour l'organisation de cette soirée en souvenir de la grande mobilisation exceptionnelle de 2022. Je remercie les uns et les autres pour la mobilisation exceptionnelle de ce soir. Des témoignages sur les acquis du CSIA et des prestations musicales ont marqué la cérémonie de célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les sages de Ségou et le mouvement Assimine des Métons ont organisé des meetings pour témoigner leur soutien aux autorités de la transition et aux chefs d'État de l'AES dans leur vision souverainiste. Nos reporters sont Brima Kouné et Amidou Diallo. Espace d'information et de sensibilisation sur la citoyenneté, le patriotisme, la journée nationale de la souveraineté retrouvée a mobilisé la population de Ségou et celle venue d'autres régions au rond-point de l'hôpital Nian Fomba. Un meeting organisé par les sages de Ségou. Cette date est un repère essentiel dans notre histoire parce qu'elle marque le point de départ de l'indépendance réelle, de la vraie souveraineté.
Son importance dépasse le cadre du Mali. Pour devenir un symbole de lutte d'émancipation des peuples opprimés du monde. Cette journée est mise à profit pour inviter chacun à rester engagé et résilient. Et résilience face aux difficultés qui traversent le Mali en particulier et la Confédération AES en général. Les sages de Ségou, la population de Ségou, Alibi. Autre temps fort de la célébration de cette journée, la remise d'attestation de reconnaissance au directeur régional de la police nationale, contrôleur principal Abdoulaye Koulibaly, et à la directrice de l'ORTM Ségou, Ramata Konaté, pour les services rendus à la 4e région. La prestation de l'artiste du terroir Mamou Tchiro a agrémenté la cérémonie. L'association Assimi Demeton de Koutiala a sonné une mobilisation des grands jours pour fêter la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Elle a, au cours d'une conférence débat, invité les populations au resserrement des rangs pour soutenir les idéaux des autorités de la transition. Il s'agit d'avoir l'amour de notre patrie. Il s'agit d'avoir un engagement patriotique auprès de nos autorités de la transition pour qu'ensemble nous éradiquions carrément l'insécurité et que nous embauchons le pas du développement. Nous savons que nos ressources nous appartiennent et que nous avons droit sur nos ressources. Notre armée, notre vaillante armée aujourd'hui est à notre disposition et c'est à nous vraiment de perfectionner cette armée-là. Les conférenciers ont expliqué le bien fondé de la fête du 14 janvier, journée instituée en mémoire à la lutte contre les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA en 2022 contre notre pays. L'association Assimi Demeton de Koutiala a vu ses efforts salués par l'administration. Je suis très satisfait d'abord de l'initiative qui a été prise par cette association, mais aussi et surtout de la parfaite organisation. J'avoue que la mobilisation a été à la hauteur. Les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, prennent conscience du fait que nous ne pouvons rien gagner sans être nous-mêmes. Et la souveraineté retrouvée va dans ce sens. Les voies et moyens visant à consolider les acquis de la souveraineté retrouvée et l'incitation à la participation active aux initiatives prises dans ce sens sont entre autres grandes lignes de cette conférence. Nos compatriotes établis à l'extérieur ne sont pas restés en marge de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté. Ils l'ont magnifié dans les ambassades et consulats. À Paris et à Abuja, la journée a été marquée par la montée des couleurs du Mali et de l'AES, suivie des conférences. On fait le point avec Amadou Sankaré et Ndeye Sissoko. L'hymne national du Mali et celui de l'AES, entonnés à l'unisson, ont donné le ton à la célébration de ce 14 janvier, désormais inscrit dans l'agenda de la mémoire nationale. À cette occasion, les Maliens établis en France ont répondu massivement présents à ce rendez-vous majeur de l'histoire de leur pays. La commémoration de cette journée vise à renforcer en chaque Malien, de l'intérieur comme ceux établis à l'étranger, les sentiments patriotiques et à cultiver dans la conscience collective la capacité de résistance. La souveraineté du Mali se joue aussi ici même, à l'étranger, là où vivent, travaillent, étudient et s'investissent des centaines de milliers de nos compatriotes. La diaspora malienne en France, en Europe et dans le monde est une force immense. Nos trois pays ensemble constituent une force. Ce sont là les mots forts du consul général du Burkina Faso à Paris. Décider par soi-même et pour soi-même sans jamais recevoir d'ordre de qui que ce soit. Cette démarche de la République du Mali et celle de ses deux autres partenaires qui ont décidé en toute souveraineté de s'inventer un chemin propre à eux et d'y cheminer
advienne que pourra, sous la devise un même espace, un même peuple, un même destin. Les contributions qui ont été faites ici ont rappelé une vérité essentielle. La souveraineté n'est pas un héritage figé, mais un chantier permanent. Elle se bâtit jour après jour pour l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous. Tour à tour, le Haut Conseil des Maliens de France, le Conseil supérieur de la diaspora malienne de France, le Conseil national de la jeunesse malienne de France et le RECOTRAD ont rappelé les acquis et les perspectives dans l'espace AES. Le personnel de l'ambassade du Mali, ceux du Burkina Faso, de la République du Niger et la communauté malienne établie à Abuja ont entonné l'hymne national du Mali. C'était au cours de la montée des couleurs dans le cadre de la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Occasion pour l'ambassadeur Koulibaly dégrainer certains acquis obtenus grâce aux efforts des plus hautes autorités de notre pays et du peuple malien. La poursuite de l'appropriation de nos valeurs endogènes positives à travers le programme national d'éducation aux valeurs. L'adoption d'une boussole stratégique pour le développement national, en l'occurrence la vision prospective 2063 assortie d'une stratégie décennale de mise en œuvre 2024-2033. Le déclenchement d'un processus de paix porté par notre volonté collective, conformément à la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La renégociation des contrats miniers avec des retombées immédiates et substantielles pour l'État. Au plan diplomatique, l'ambassadeur Cheikh Oumar Koulibaly, après avoir fait le lien entre l'AES et la souveraineté, a déclaré: Notre confédération s'est imposée comme une entité géopolitique qui compte désormais en Afrique au-delà de notre continent. Enfin, des prières et bénédictions ont été faites pour un Mali stable, plus radieux, dans un esprit d'unité, de solidarité et d'espérance dans l'espace confédéral. Le même exercice s'est déroulé dans les représentations diplomatiques de New York, Mauritanie, Abu Dhabi, Abidjan, Lyon et au Sénégal, où le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine a célébré la journée avec nos compatriotes. Premier acte, la montée des couleurs. Le commentaire est signé Aminata Brima Ouedraogo. Même au-delà des frontières, le peuple malien reste fièrement attaché à sa patrie. Un attachement réaffirmé ce 14 janvier par les Maliens établis à Dakar à travers la célébration en grande pompe de la journée de la souveraineté retrouvée. Un 4e anniversaire enjolivé par la montée des couleurs, une conférence débat et un rappel des faits ayant occasionné le décret de cette journée et la portée historique de cette décision. Un exercice auquel s'est prêté le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur en présence des ressortissants des pays frères de la Confédération AES. Outre le public, le ministre s'est également entretenu avec le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Occasion pour lui de magnifier l'excellente relation qui lie le Mali et le Sénégal. Comme au Sénégal, les Maliens résidant en Côte d'Ivoire ont communié ce 14 janvier à travers la montée des couleurs et un rappel de l'importance de la journée de la souveraineté retrouvée. Une occasion de vanter la résilience du peuple malien face aux sanctions infligées contre le Mali en 2022 par la CEDEAO et l'UEMOA. Comme dans les 2 pays précédents, l'hymne national du Mali a retenti dans l'enceinte de l'ambassade du Mali à Nouakchott. Dans un décor solennel, nos compatriotes vivant en Mauritanie ont sacrifié à la célébration des 4 ans de la grande mobilisation nationale contre les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA. Un cadre propice pour l'ambassadeur d'expliquer le bien fondé de cette journée instituée en 2022 avant de rappeler les succès engrangés par le Mali depuis le début de cette ère nouvelle. L'objectif visé à travers la commémoration de cette journée historique est de cultiver dans la conscience collective le sentiment patriotique et la capacité de résistance et de résilience du peuple malien pour l'affirmation et la restauration de sa souveraineté nationale, ainsi que sa détermination
à défendre ses valeurs fondamentales. La journée de la souveraineté retrouvée a retenti jusque dans les pays du Golfe. Les Maliens établis à Abu Dhabi se sont appropriés le concept à travers une visioconférence animée par l'ambassadeur. Montée des couleurs, rappel des faits, entre autres, un cadre qui a favorisé une large compréhension de la motivation de cette journée et ses enjeux. Nous voulons sortir de l'assistanat. Nous voulons être un peuple résilient et respectueux de ses valeurs. Tels sont les propos du consul du Mali à Lyon. Un souhait exprimé haut et fort face à la communauté malienne rassemblée. C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une journée symbolique pour le Mali, instituée à la suite des sanctions infligées au pays par l'organisation sous-régionale ouest africaine en 2022. Pour ce 4e anniversaire, le consul expose la genèse ainsi que les objectifs recherchés à sa communauté. Dans le pays de l'oncle Sam, notamment à New York, la mission permanente de la République du Mali auprès des Nations Unies n'est pas restée en marge des festivités de ce grand rendez-vous. Une cérémonie marquée par le salut au drapeau, l'exécution de l'hymne national et une allocution de l'ambassadeur en présence du personnel diplomatique et de la communauté malienne de New York. Dans l'ensemble de ces missions diplomatiques et post-consulaires de la République du Mali, l'événement s'est déroulé dans une atmosphère empreinte de patriotisme, témoignant de l'attachement profond de nos compatriotes aux valeurs de souveraineté, de dignité et de cohésion nationale. Sur un tout autre plan, la Banque malienne de solidarité teste l'efficacité de son système de sécurité. La direction générale, à partir d'une de ses agences au niveau du 6e arrondissement, a mené avec succès certaines opérations visant à rassurer sa clientèle. Cet exercice s'inscrit en droite ligne de son engagement continu pour la sécurité et la résilience de ses opérations. Le reportage est signé Nyanya Alou Traori. La Banque malienne de solidarité BMSSA, plus que jamais engagée auprès de sa clientèle et de ses partenaires. L'institution financière au capital social de plus de 68 milliards de francs CFA procède à son test de robustesse par rapport à son plan de continuité d'activité PCA. La direction s'est délocalisée. Toutes les fonctions dites vitales de la banque, notamment les paiements, la gestion des comptes et des crédits dans les délais définis, sont opérationnelles et prêtes à servir la clientèle. C'est-à-dire que la continuité du service est maintenue à un niveau minimal. Au niveau de la banque, depuis sa création, c'est une première. Ça permet quelque part de déconnecter du siège tout problème que le client pourrait éventuellement avoir pour que à tout moment les clients puissent savoir que la banque a la possibilité de pouvoir faire face à ses besoins, à ses préoccupations, même étant déployé ailleurs. Que ce soit pour des raisons d'incendie, que ce soit pour des raisons d'autres facteurs naturels, que ce soit par rapport aux cyberattaques, que ce soit encore à d'autres dommages collatéraux que le système d'information pourrait ou pouvait éventuellement avoir. Donc c'est ce qui a été déployé de l'autre côté et ça a permis de donner satisfaction en tout cas à toute notre clientèle qui n'a même pas été touchée pour un laps de temps par rapport au fait qu'on a fait les déploiements sur le site Secours. La protection des actifs de la clientèle face à toute perturbation majeure est l'un des objectifs globaux visés par la banque dans le cadre de son engagement continu pour la sécurité et la résilience de ses opérations. Ceci conformément aux exigences réglementaires, notamment la circulaire numéro 04/2017 CBC relative à la gestion des risques. On a passé au peigne fin l'ensemble des activités déroulées par ces différentes directions comme si elles étaient au siège. Donc que ce soit les opérations de virement, les opérations de mise à disposition, les opérations d'ouverture de compte, les opérations de transfert à l'étranger, les opérations de trésorerie, c'est-à-dire les placements de trésorerie à l'étranger et les remboursements de trésorerie, également et sur les activités support notamment, que ce soit les autres activités liées essentiellement à l'activité informatique, mais aussi à d'autres activités, notamment la gestion des réseaux d'agences, où toutes les agences ont pu se connecter en temps réel sur le site Secours pour dérouler leurs opérations sans perturbation. Lancée en 2002 pour financer les micro-entrepreneurs et lutter contre la pauvreté, la Banque malienne de solidarité se place aujourd'hui
comme une actrice majeure du développement des affaires au Mali. La société anonyme, en menant ses exercices de façon régulière, témoigne de son engagement indéfectible envers la sécurité et la pérennité de ses opérations, aussi bien envers sa clientèle nationale qu'internationale. À tout moment, on doit avoir cette vision stratégique, que ce soit la clientèle locale ou la clientèle internationale. La Banque malienne de solidarité est une banque et aujourd'hui qui est en mesure de répondre à toutes leurs préoccupations. Et ce faisant, et par rapport à l'objectif recherché par les autorités de la transition, notamment ce qui nous a été assigné par les ministres de l'économie et des finances, donc nous allons tout faire pour mettre la banque à un niveau souhaité et permettant en tout cas d'avoir une meilleure appréciation, un meilleur retour de nos clients et de nos prospects. Les tests ont eu lieu avec succès. Ces exercices sont cruciaux pour la stabilité financière, selon le directeur général Koïta, mais ils visent surtout à garantir la fiabilité des services essentiels pour une meilleure protection des actifs des clients contre toute perturbation majeure. Production et distribution de cartes d'assurés aux pensionnaires, poursuite de la digitalisation des paiements et de la dématérialisation des processus. La Caisse malienne de sécurité sociale a mené plusieurs activités au titre de l'exercice écoulé à la satisfaction des usagers. Ces activités qui seront renforcées en 2026 ont été évoquées ce jeudi à l'ouverture des 34e et 35e sessions ordinaires du conseil d'administration de la CMSS, Caisse malienne de sécurité sociale. Les précisions de Tchemoro Konati. Paiement régulier des pensions et remboursement des prestataires de soins conventionnés, ainsi se résument les missions dévolues à la CMSS, la Caisse malienne de sécurité sociale. Des missions que la structure mène à hauteur des souhaits à la grande satisfaction des usagers. Illustration, au titre de l'exercice écoulé, la structure a réalisé une série d'activités et c'est en dépit des contraintes budgétaires tributaires de la crise multiforme que connaît le pays. On peut citer entre autres la production et la distribution de cartes d'assurés aux pensionnés, la déconcentration de la liquidation des droits à pension, la poursuite de la digitalisation des paiements et de la dématérialisation des processus. Dans le cadre de la délégation de gestion de l'AMO, au titre de l'exercice 2023, la CMSS a reçu et traité 43 578 demandes de pré-immatriculation, 28 demandes de réadhésion. Elle a recouvré et reversé à la CANAM un montant de 46 335 835 245 francs CFA et a effectué le remboursement aux prestataires conventionnés de 3 963 197 feuilles de soins. Ces résultats jugés satisfaisants se verront renforcés courant cette année 2026. D'où la nécessité de revoir le budget prévisionnel à la hausse. En effet, les montants soumis à l'approbation des administrateurs connaît une augmentation de 7% par rapport à celui de l'exercice écoulé. Le budget de la CMSS au titre de l'exercice 2026 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 211 15 340 000 francs CFA par rapport au budget 2025 qui était de 196 545 998 000 francs CFA. Il faut noter que ce montant est essentiellement dédié au paiement des dépenses techniques, dépenses de pension. Ce projet de budget 2026 prend également en charge les missions de recouvrement des ressources et de paiement des prestations, ainsi que les autres activités concourant à l'atteinte des objectifs de la CMSS. Il s'agit donc pour la Direction générale de la Caisse malienne de sécurité sociale de maintenir le cap en optimisant le recouvrement des recettes en dépit des péripéties. Nous restons avec Tchemoro Konate qui nous informe qu'il n'y a plus de chevauchement entre les années académiques à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Les programmes universitaires sont normalement exécutés à la satisfaction des étudiants. Une avancée de taille en dépit de certaines difficultés qui verra renforcée grâce à l'ouverture prochaine de 2 amphithéâtres de 500 et 800 places en cours de réalisation. Ce sont là quelques informations que l'on retient de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de cette université. Suivons ensemble. Année académique bien remplie à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako.
En témoignent les avancées notoires enregistrées au sein de la dite structure. On retient volontiers l'épuisement des programmes universitaires, la poursuite des travaux de construction des amphis de 500 et 800 places à la faculté des sciences économiques et de gestion, la dotation en équipement des bureaux d'informatique et de communication, sans oublier le rétablissement de la connexion à Internet au rectorat. Une note d'espoir saluée à l'ouverture de cette 14e session ordinaire du conseil d'administration de l'université. Cependant, des difficultés demeurent. La pléthore des effectifs d'étudiants, particulièrement à la faculté des sciences économiques et de gestion, l'insuffisance des infrastructures d'accueil et d'équipement, l'insuffisance d'enseignants-chercheurs des cadres administratifs et techniques, l'insuffisance des ressources propres qui servent à financer une très grande partie des activités du plan d'action, notamment pour les structures. Le collectif budgétaire intervenu au cours de l'année 2025, les revendications corporatistes des enseignants et des cadres administratifs entraînant de nombreuses perturbations des activités, notamment les évaluations. Il est regrettable de constater que depuis bientôt une décennie, l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako reste toujours confrontée aux problèmes relatifs à la massification des effectifs estudiantins, avec pour conséquence le dépassement des capacités d'accueil et d'encadrement des étudiants. Autant de contraintes faisant de 2026 une année de défis majeurs. Il s'agira de prime abord de renforcer les capacités d'accueil de l'université. Dans ce sens, il est prévu la confection de nouveaux tableaux bancs, en plus de la finition des chantiers en cours. L'une des priorités sera aussi la digitalisation totale de tous les moyens de paiement de notre université, afin d'améliorer la mobilisation et la gestion rigoureuse des ressources propres pour permettre non seulement de gérer à temps les paiements des honoraires des enseignants, les salaires des contractuels et les indemnités des responsables. Toutes nos opérations de recettes ont été déjà paramétrées par le Trésor. Une convention sera signée également avec l'opérateur Sama Money. Mieux, il est prévu le recrutement et la formation d'enseignants-chercheurs ainsi que le renforcement du personnel administratif, l'apaisement du climat social et la mobilisation du financement pour la recherche. Pour ce faire, le budget prévisionnel soumis à l'approbation des administrateurs est estimé à près de 7 milliards 300 millions de francs CFA, dont environ 6 milliards 700 millions au titre de la subvention de l'État, le reste relevant des ressources propres de l'université. Le comité national de pilotage du projet FIER 2 a aussi tenu le lundi dernier sa 3e session. Il s'agit du 2e projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Pour sa 3e année de mise en œuvre, son budget prévisionnel s'élève à plus de 12 milliards de francs CFA. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des réalisations de 2025 et valider les orientations stratégiques pour l'exercice 2026. Le reportage de Barakissa Ouattara et Tchedja Moussa Kamara. Le projet FIER 2 amorce sa 3e année de mise en œuvre. Il s'impose désormais comme le levier central des politiques nationales de formation professionnelle et de développement agricole au Mali. Pour le département en charge de l'emploi, ce projet ne se limite pas à une simple assistance, mais constitue une réponse structurelle au chômage des jeunes en milieu rural. En 2025, le projet FIER a porté ses fruits. Le PTVA 2025 du projet FIER 2 avait un coût total de 5 milliards 992 millions de francs CFA et portait essentiellement sur la formation technique et entrepreneuriale de 1800 jeunes, dont 40% de femmes, le financement et accompagnement post-financement de 1800 projets de jeunes, dont 40% pour les femmes. Mais derrière ces chiffres se cache une urgence budgétaire, un gap de plus de 23 milliards de francs CFA qui n'a toujours pas été résorbé. 2026 se positionne donc comme l'année du grand rattrapage. C'est dans ce contexte que la programmation du PTVA 2026 intervient. Son budget prévisionnel s'élève à 12 milliards 293 millions de francs CFA. Les principales interventions prévues portent sur les axes suivants. La réalisation des formations techniques et entrepreneuriales au profit de 3800 jeunes, dont 1520 femmes et 76 personnes en situation de handicap. L'organisation des sessions d'alphabétisation au profit de 4000 jeunes et de 150 tuteurs. Le financement de 3800 projets, dont 3154 AGR
et 646 MR. Pour atteindre ces résultats, le secrétaire général en appelle à une synergie d'action entre son département, les conseils régionaux et à plus d'accompagnement du FIDA, Fonds international de développement international. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche était à Nioro du Sahel pour la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Youbaba a profité de l'occasion pour visiter certaines réalisations faites par les éleveurs et agro-éleveurs de Nioro. Il a ensuite rencontré les responsables des services techniques de son département pour faire le bilan des réalisations et proposer des solutions pour le développement de la filière. Le reportage de Moussa Diakiti. Au cours de cette visite, le ministre de l'Élevage et de la Pêche s'est rendu dans certaines installations faites par les éleveurs et agro-éleveurs de la ville pour constater l'état d'évolution des réalisations et recenser les problèmes auxquels les exploitants sont confrontés et pour prodiguer des conseils pour le développement de la filière. Il a ensuite rencontré les responsables techniques relevant de son département pour faire le bilan des réalisations faites et proposer des solutions pour le développement harmonieux et durable de l'élevage et de la pêche dans la région. Nous avons profité de ce jour pour effectivement voir le chemin parcouru en 2025, les contraintes rencontrées, mais aussi les perspectives par rapport à 2026. Et donc, globalement, la situation est satisfaisante. C'est vrai qu'il y a des contraintes par rapport aux ressources humaines et par rapport aux ressources matérielles. Les réalisations aussi sont là, certaines sont terminées, d'autres sont en cours. Et nous osons espérer aussi qu'il y aura d'autres réalisations, et surtout l'agropole nord, on appelle l'agropole de Nioro, qui certainement pointera à l'horizon en 2026 pour le bien des populations maliennes. Le ministre Youbaba s'est enfin rendu en visite de courtoisie chez les notabilités religieuses de la ville, où il a transmis les salutations du président de la transition et naturellement demandé des bénédictions pour le pays et ses dirigeants. Un mot de littérature avec la présentation de ce livre intitulé « Chronique d'une démocratie fragile au Mali vers la restauration des Mali souverains ». Son auteur est Seydou Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Kidal. Dans cette publication, l'auteur propose sa recette pour la restauration d'une souveraineté pleine et entière face aux multiples crises. La cérémonie s'est déroulée hier dans les locaux du gouvernorat de Kidal. Le reportage de Sidi El Medi, Ag Albaka et Moussa Togo. Chronique d'une démocratie fragile au Mali, vers la restauration d'un Mali souverain, c'est le titre du livre de Seydou Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Kidal. Il a été présenté aux forces vives en marge de la célébration du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le livre est composé de deux parties essentielles. L'avènement de la démocratie au Mali, depuis les événements de mars 1991. Comment est-ce que la démocratie est arrivée au Mali? Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, cette démocratie-là nous a été imposée. Cet ouvrage analyse la crise démocratique malienne tout en explorant les voies d'une refondation de l'État et du souverainisme en lien avec la résilience des institutions face aux défis sécuritaires, diplomatiques et socio-économiques actuels. Le livre, j'invite tous les Maliens à l'acquérir et à lire parce que M. Traoré apporte sa contribution dans l'histoire du Mali. Il passe au pain fin l'histoire du Mali et il jette les bases de la refondation. Le temps fort est la dédicace et la distribution des exemplaires de cet ouvrage signé par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Kidal, Seydou Traoré, un administrateur chevronné qui apporte ainsi sa pierre à l'édifice. Vous
l'aurez compris, nous sommes dans la page AES. Le président de la commission AES du Burkina en visite à Bamako a eu des échanges de haut niveau avec les autorités de la transition sur l'expérience malienne qui a permis d'engager des résultats probants, des modèles qui pourront être un repère pour les autorités burkinabées à conduire la présidence de la Confédération AES. Dans l'entretien qu'il a accordé à Yaya Konaté, il salue le leadership du président de la transition, le général Assimi Goïta. Bazolme Bazié est l'invité de la semaine. Je vous propose un extrait de son entretien. L'objectif de cette visite, vous savez très bien, comme je l'ai dit, nos frères dans notre pays frère, le Mali, ont mené un travail énorme, conformément à la feuille de route. Je tiens à leur exprimer une fois de plus nos sincères félicitations et reconnaissance parce que les yeux à travers l'Afrique, à travers le monde entier, ont été rivés sur notre pays, le Mali, qui avait été choisi pour piloter le bateau confédéral. Donc le contact avec eux, c'est de façon très fraîche maintenir le lien, de dire que le mandat doit se poursuivre, et étant donné que c'est la même mission que nous avons, il était nécessaire de revenir les féliciter. Deuxièmement, les inviter à être disponibles. Et troisièmement, à nous excuser à l'avance parce que nous allons fraternellement nous titiller. Donc, ils ont fait tout le point. Ils ont donné, comment dirais-je, l'ensemble des documents qui vont dans ce sens. Après cette rencontre également, nous allons nous déplacer au Niger pour rencontrer aussi nos frères qui y sont. Et il y aura une troisième rencontre qui va se tenir chez eux, au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour que nous trois, l'ensemble des trois entités fraternelles, on puisse ensemble voir quel tableau de bord il faut soumettre à ceux qui nous mandatent afin de mieux mener la seconde phase de mandat. Voilà l'invité de la semaine à suivre après Pemui Mali. Le ministre de la Construction de la Patrie, la nouvelle dénomination dans le gouvernement Rim Talba II, Mikailou Sidibé, a été installé hier. Ce ministère pionnier, créé à la suite du récent remaniement ministériel, est né de la fusion entre le ministère en charge de l'urbanisme et l'habitat et celui des infrastructures. Mikailou Sidibé, anciennement en charge du département de l'urbanisme, dit mesurer l'ampleur du travail qu'il attend à la tête du ministère de la Construction de la Patrie. Les chantiers sont immenses, il le sait. Pour relever les défis, il appelle à une synergie d'action de l'ensemble de ses collaborateurs. Les détails avec Oumar Zombré et Franck Ouedraogo. Le ministre de la Construction de la Patrie, officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Mikailou Sidibé, anciennement ministre en charge de l'habitat, hérite désormais d'un poste ministériel renforcé grâce à la fusion de son département et de celui des infrastructures. Mikailou Sidibé dit mesurer l'ampleur des tâches qui l'attendent. Les chantiers sont immenses et il s'agira de développer, de moderniser surtout le réseau de transport de façon générale, infrastructures routières et ferroviaires de façon générale. Il s'agit aussi de promouvoir une urbanisation maîtrisée, cohérente de nos villes, promouvoir un habitat décent dans un cadre de vie aussi décent et surtout accélérer la politique de production de logements décents au profit des populations tout en procédant à l'aménagement en tout cas de nos villes. Pour réussir sa mission, Mikailou Sidibé veut fédérer les énergies de l'ensemble de ses collaborateurs. Nous pensons qu'avec le soutien des collègues et des premières autorités, en tout cas, nous pourrons mettre en place une bonne organisation de travail qui nous permettra d'engager des résultats à la hauteur des attentes des populations burkinabées. Le ministre de la Construction de la Patrie remercie le chef du gouvernement pour le choix porté sur lui afin de diriger ce ministère pionnier. Il affirme ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs à lui assignés.
Ballet diplomatique au Niger, 5 ambassadeurs ont présenté hier les copies de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakari Yaou Sangari. Je vous invite à les découvrir dans ce reportage de Djamilia Amadou. Cette présentation des copies figurées des lettres de créance de 5 ambassadeurs à Bakari Yaou Sangari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Niger et les pays amis. En remettant ces copies figurées, les 5 ambassadeurs ont transmis les salutations des plus hautes autorités de leur pays au ministre des Affaires étrangères avant de discuter sur des sujets importants de coopération et d'évoquer l'exemplarité et le dynamisme de cette coopération qui lie les 5 pays au Niger. La nouvelle est tombée comme un couperet. Depuis hier, le monde sportif, en particulier le football, est en deuil avec la disparition du consultant sportif Mohamed Soumaré, décès survenu à Rabat au Maroc en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football. Une perte immense pour le Mali car partout où il passait, il partageait sa passion du football avec amour, respect et considération. Et pendant près d'une quinzaine d'années, il a été le consultant fétiche de l'ERTM. L'un de nos envoyés spéciaux à la CAN, Ousmane Dao, lui rend hommage. La triste nouvelle est tombée hier après-midi et s'est vite répandue, telle une traînée de poudre qui s'est emparée du royaume chérifien, le Mali et le reste du monde. En lui, l'ORTM perd un de ses fidèles lieutenants, pas en tant que consultant, mais parce qu'il partageait avec les travailleurs le slogan de l'ORTM, la passion du service public. En aucun moment, ni en aucune heure, il n'a daigné dire non aux nombreuses sollicitations de l'ORTM. Mohamed Soumaré, puisqu'il s'agit de toi, comme une prémonition, tu m'avais envoyé une vidéo de ton fils décryptant le match Mali-Tunisie des 8e de finale de la CAN avec une légende, je cite, « Oussou, comme tu aimais m'appeler affectueusement, ton fils veut nous envoyer à la retraite plus tôt que prévu. » Fin de citation. Match nul contre la Tunisie, on n'a toujours pas gagné le moins de matchs dans cette CAN, on s'en fout. On est en quart de finale contre le Sénégal. Et je vais vous le dire les gars, ayez pas peur, même si l'équipe en face du Sénégal, ils sont très très forts. On s'en fout, on va aller jouer contre eux, on va aller jouer sans complexe. Retraite, on n'aura pas le temps de savourer parce que la faucheuse est passée par là. De par ta connaissance footballistique, ta mémoire de l'histoire du football malien, africain, mondial, ton sens du partage de cette connaissance, tu n'étais plus le Mohamed Soumaré propre au Mali, mais à tout le monde du football, même au-delà. En témoignent les nombreuses réactions et reconnaissances à ton endroit sur les réseaux sociaux, dans les journaux, les radios et les chaînes de télévision. Et même ceux qui t'ont pas connu ni côtoyé. Mes condoléances à ses proches, à sa famille, puis à la famille des journalistes aussi. On pense à ses proches et à sa famille. Il y a plus important dans la vie. Le Mali perd une voix, une plume que tu savais si bien tremper dans l'encrier pour en sortir des anecdotes, des portraits sur les sportifs que tu chérissais tant avec amour et passion. C'est cette passion du football qui t'a amené en terre marocaine et qui a été ton dernier voyage à poursuivre le ballon rond. Le bon Dieu en a décidé ainsi. Nous nous inclinons face à la volonté divine, car notre temps est désormais figé en gardant de toi des souvenirs de tes passages sur les plateaux, radio, télévision, qui ont été pour nous une véritable école d'apprentissage. Que dire de ta sociabilité, son sens de la famille, ton amour du travail bien fait? La disparition laisse un vide immense au sein de ta famille biologique, ta famille du football, le Stade malien de Bamako et pour tout le Mali. Comme tu avais si bien nommé ta rubrique sur ta page Facebook consacrée aux anciens sportifs, afin que nul n'oublie, c'est à notre tour de te dire, de là où tu es Mohamed Soumaré, nul ne t'oubliera. Comme l'a écrit Victor Hugo, un de tes poètes préférés, les morts sont des invisibles, mais non des absents. Tu seras toujours avec nous, dors en paix, le footeux.
Mohamed Soumaré est donc décédé avec la passion du football. Ainsi va la vie, paix à son âme. C'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.